Hello team. Aujourd'hui on va parler du taux d'usure et comment faire pour investir malgré le taux d'usure lorsque vous êtes bloqué pour faire votre résidence principale, votre investissement locatif, votre mix SP locatif et même si c'est votre premier, deuxième, troisième ou quatrième investissement. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est vous donner un peu de contexte sur ce dilemme parce que pour comprendre, pour résoudre un dilemme, il faut comprendre ce dilemme et pouvoir apporter les solutions adéquates. Ensuite, en fin de vidéo, je vais vous expliquer des solutions et des étapes pour investir, même si vous êtes bloqué par le taux d'usure en ce moment. Au moment où je tourne ces vidéos, donc on est en septembre 2022 et les taux sont restés au même niveau par rapport au trimestre d'avant. C'est parti pour le sommaire, la team. Dans un premier temps, je vais vous expliquer qu'est-ce que le taux d'usure. Dans un deuxième temps, je vais vous expliquer à quoi sert ce taux d'usure. Ensuite, je vais vous expliquer mais quels sont les impacts, les conséquences pour tout le monde. Enfin, je vais vous dire pourquoi les banques refusent de baisser leur taux. Et ensuite, on va directement parler des solutions. Donc reste bien jusqu'au bout parce que c'est très important de suivre le déroulé de toute mon explication et de comprendre des solutions à adapter en fonction de chaque problématique. Petit disclaimer, la team, avant que je vous déroule ce dilemme aujourd'hui, je vais parler de mon cas personnel. Donc j'ai sorti un financement d'environ 800 000 euros à 2,17. Donc au montage, je vais vous afficher quelque part par là le tableau donc, qui s'est fait en deux prêts. Alors, moi j'ai réussi à sortir un financement dans une ville de 900 habitants. Donc la technique que j'ai employée, que je vais vous dérouler vers la fin, c'est la plus dure en fait. C'est le cas où la banque a accepté d'être en dessous des taux d'usure, donc qui est environ à 2,57 sur plus de 20 ans. Donc j'étais à 2,17. Et, et j'ai réussi à les convaincre de prendre mon dossier. Alors, dans ce cas-là, en fait, la banque, comme tu le sais, n'est pas intéressée que par le crédit immobilier. Donc, il faut absolument qu'elle soit intéressée par ton projet, ton profil et tous les flux de trésorerie. Dans un premier temps, j'ai identifié toutes les banques régionales, donc je dis bien régionales, qui sont aux alentours de mon lieu de financement. La problématique que j'avais par rapport à ce financement, c'est que je visais donc un financement de 800 000 euros et que les délégations sont très petites. J'ai découvert ça en appelant toutes les banques. Elles sont environ à 300 000 euros et les financements classiques, c'est 150 000 euros. Si vous allez en Ile-de-France, que vous allez voir une banque pour un financement de 800 000 euros, même c'est déjà pas mal élevé, mais il y a pas mal de banques qui ont des délégations à 1 million. En fait, en Ile-de-France, c'est beaucoup plus courant, même si c'est des montants vraiment très élevés, de venir avec un financement à 800 000 euros. Donc moi, la première difficulté que j'ai eue, c'est, ok, trouver un interlocuteur qui puisse accepter de prendre mon dossier, de prendre le risque de monter à la caution au HCSC. Dans ce genre de cas, et tu pourras l'appliquer toi aussi, la seule solution en fait, c'est de convaincre ton interlocuteur qu'il soit imprégné dans ton projet. Il faut absolument que tu mettes du storytelling dans ton projet. Donc moi, c'est un projet dans les vignes. Je te ferai une autre vidéo là-dessus. Dans les vignes où c'est du mix RP locatif. Donc dans ce mix RP locatif, je vais avoir une grande partie qui est pour moi et une autre partie pour les locataires. Donc que ce soit en longue durée, courte durée, ça va dépendre. Bien sûr, je l'ai présenté en longue durée. Donc au niveau de son projet, j'ai vraiment axé sur les chiffres, bien entendu. Et j'ai dit tout ce qu'il y avait autour, qu'on rejoigne une partie de la famille, que c'est un projet de vie, qu'on veut vraiment se rapprocher des vignes, du soleil, de la région dans le sud, etc., etc. Enfin, bref, j'ai expliqué que je ne suis pas vraiment intéressé que par ce financement, mais vraiment qu'il y a tout un projet de vie autour. Ensuite, au niveau des interlocuteurs, quand tu appelles les banques, il faut tout de suite que tu expliques ton projet. Là, tu vas me dire, oui, mais les banques, elles disent machin, de prendre rendez-vous, etc. Moi, je ne me suis jamais déplacé. Déjà parce que c'est pas à côté. Et même quand dans les banques qui sont en Ile-de-France, je ne me déplace jamais. Donc, il faut vraiment que tu arrives à imposer ton projet pour avoir uniquement des banques qualifiées à qui tu vas déposer ton dossier. C'est-à-dire que moi, dans les 5-10 minutes où j'appelle, les banques sont plus ou moins intéressées par le projet. Et quand j'envoie mon dossier au directeur de banque et conseiller pro, ils sont déjà prévenus, ils ont déjà donné un pré-oui, c'est-à-dire que sur le principe, ils étaient OK. Si tu ne fais pas cet exercice-là, quand tu appelles les banques et que tu présentes ton projet directement à n'importe qui, tu auras des refus non maîtrisés qui vont monter au siège. Et quand tu as des refus qui ne sont pas maîtrisés, toutes les banques, les mêmes banques, tu seras bloqué. Donc c'est vraiment important en fait d'envoyer ton dossier uniquement aux banques qui étaient enthousiasmées par ton projet lors du premier, deuxième appel. N'envoie pas ton dossier si les gens ne sont pas intéressés. Après, ça peut marcher, mais
tu peux perdre du temps parce que tu ne sais pas ce que vaut l'interlocuteur. Surtout demande la délégation. Moi, pour moi, c'était foutu. Et quand tu vois que la personne est vraiment motivée par ton projet, elle a compris ton projet, même plus que toi, elle est hyper enthousiaste, elle va se défendre ton projet corps et ongles. Comme ça qu'on dit? Corps et âme. Bref, tu as compris l'expression. Elle va défendre ton projet et l'autre interlocuteur que toi tu ne vois pas, elle va vraiment être motivée pour le convaincre. Parce qu'il faut savoir que quand toi tu vas voir un interlocuteur, donc c'est ce que j'explique dans ma formation, mais je te l'explique ici, ton interlocuteur est motivé, mais ensuite il va voir la caution, ensuite il y a la partie HCSF, et toi tu n'as aucun moyen de les contacter. Aucun. Donc il faut absolument que la personne que tu vas voir à ce niveau-là soit hyper motivée pour que sa motivation continue d'être au niveau au-dessus et continue d'être au niveau du dessus. Si entre les deux, tu perds la motivation dans cet espace, c'est terminé. Donc c'est vraiment l'interlocuteur qui est à ton niveau qu'il faut vraiment convaincre et qui soit vraiment imprégné de ton projet jusque dans les tripes, jusque dans le sang pour pouvoir vraiment défendre ton dossier. Bien entendu, la base des bases dans ton projet, dans ton dossier bancaire, donc je te mets dans la description, j'ai des formations gratuites là-dessus. Il faut vraiment qu'il minimise tous les risques. Donc moi je suis indépendant, j'ai moins de 50 bilans, il faut savoir que les cautions elles aiment bien avoir 50 bilans. Donc par rapport à ton profil, donc je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais il faut que tous les risques soient justifiés par une explication ou que la banque soit rassurée. Donc ça c'est la base. Si la banque est inquiète par rapport à ton projet, qu'en plus la délégation est petite, la banque ne va pas faire d'efforts. D'accord? Donc il faut vraiment que tu fasses tout ça. Donc voilà, je t'ai fait un petit disclaimer. C'était un peu long. Mais je t'explique que c'est possible. Donc je ferai une vidéo vraiment complète sur comment j'ai fait par rapport à ce financement. Sinon la vidéo elle va durer 3 heures. Maintenant rentrons dans le vif du sujet. Le taux d'usure est comparé au TAEG. C'est le coût global de l'ensemble de ton crédit. Le taux d'usure comprend donc les paramètres du bien, des travaux, l'assurance emprunteur, les frais de dossier, les frais de caution et les frais de tous les intermédiaires. Le problématique avec ce taux, c'est que même si tu es riche, même si tu mets de l'apport, même si peu importe ton projet, si de locatif, de la résidence principale, le taux d'usure est calculé exactement de la même façon. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, par rapport par exemple au HCSF, où c'est devenu une obligation, je peux par rapport à mon dossier et le dossier de ceux que j'accompagne, jouer sur certaines choses, la façon de présenter, les estimations locatives, etc. Je peux jouer sur certains éléments et convaincre la banque d'être dans les 20%. Le problème au niveau du taux d'usure, c'est que c'est factuel. C'est-à-dire c'est un calcul et je ne peux pas changer ce calcul. D'accord? Donc quand les paramètres sont là, le calcul est là, donc peu importe que j'apporte de l'argent, peu importe que je gagne 4 000 euros, 5 000 euros, 2 000 euros, peu importe que ce soit du locatif, du RP, etc. Le calcul, c'est le calcul, donc le taux, il est ce qu'il est. D'accord? Le taux d'usure, initialement, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que c'est utilisé pour que les banques ne fassent pas des marges trop élevées. Mais c'est une fausse bonne idée, comme on dit, parce que les taux sont historiquement bas. Et un jour, les taux vont remonter à 3, 4, qui est des taux, pour moi, plus logiques. 0,98, 1 et quelques, c'est des taux qui sont vraiment très très bas. Dites-vous que nos anciens, et anciens pas si loin que ça, ils ont investi à 3, 4, 8, 13%. Donc là, on est vraiment dans des taux très très bas. Donc les taux d'usure doivent être appliqués à des valeurs correctes lorsque les taux sont très élevés. Quand les taux sont très bas, ça n'a aucun sens et ça bloque tout le monde. La problématique donc du taux d'usure, c'est que ça bloque les emprunteurs, les notaires, les agents. Tout le monde est bloqué. Même si tu veux investir ta première résidence principale, que tu as de CDI, plutôt un bon salaire, tu peux potentiellement être bloqué. Même si tu fais un investissement locatif, tu peux potentiellement être bloqué. Même si tu fais du mix RP locatif, tu peux potentiellement être bloqué. Et même si moi j'ai pas mal d'investissements, je peux potentiellement être bloqué. On est tous bloqués. Et comme tu as vu en introduction, il y a plus de 45% des dossiers qui sont refusés. J'ai eu mes partenaires, ils m'ont dit au mois d'août, les prochains dossiers, c'est mort. C'est dead, dead, dead. Tu attends. Là, on ne finance plus, c'est terminé.
Alors, il faut que tu te mettes en tête deux choses. La banque, c'est une société privée qui est là pour gagner de l'argent. Je le répète pour que tu l'intègres encore une fois dans ta tête. La banque veut gagner de l'argent. À partir du moment où tu vas voir la banque, il faut que tu aies ça en tête. Il faut que tu leur fasses comprendre qu'elle va gagner de l'argent grâce à toi, ou même sans que tu le saches, parce qu'elle va investir ton oseille. Et d'ailleurs, j'ai le cas, donc petite parenthèse en ce moment, où je suis en train de faire des travaux avec mon maître d'œuvre. Donc on m'a débloqué les fonds et je ne peux pas faire des virements comme je veux. Je suis bloqué. Il est en train, donc j'ai ma carte pour faire les travaux. Il y a les fonds, hein, donc il est 70 000 balles de déblocage de fonds. Je ne peux pas utiliser la carte, je suis bloqué. Parce que l'argent à la banque n'est pas notre argent. C'est l'argent de la banque. Ils en font ce qu'ils veulent. Donc non seulement il faut qu'ils puissent, donc en mode caché, ça, enfin, a réussi à voir qu'ils vont faire de l'argent, mais en plus, toi, il faut que tu leur montres qu'ils vont faire de l'argent sur ton dossier. Si tu vas les voir uniquement pour ton crédit immobilier, c'est dead. À partir de là, la deuxième chose à comprendre, c'est que la banque a une marge minimum. Les taux sont extrêmement bas et, entre guillemets, la banque ne gagne plus d'argent sur les crédits immobiliers en elle seule. Donc, quand tu vas l'avoir pour un crédit immobilier, il faut que tu amènes ton assurance emprunteur, l'assurance habitation, la PNO, donc tu prennes plein de cartes bleues, des livrets, des PEL même carrément. Enfin bref, il faut que tu amènes un certain nombre de produits pour augmenter ta note et pour que ton dossier soit rentable en fait au niveau de la banque. Donc la banque c'est simple, donc moi mes partenaires m'ont dit texto, même si je l'avais compris. Ce que la banque préfère c'est ne pas y aller plutôt que d'avoir la marge minimum qui n'est pas atteinte. Donc la banque, pour faire passer tous les dossiers, il suffirait en gros qu'elle s'aligne. Donc si le taux est à 2,57, il suffirait qu'elle s'aligne en fait au niveau de en dessous de ce taux-là et baisser ses marges. Mais la banque, elle préfère ne pas faire les dossiers immobiliers carrément, tout bloquer, plutôt que de ne pas faire la marge minimum. Il faut savoir qu'elle achète à un certain taux, donc il faut qu'elle revende à un certain taux. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, donc avec mon cas personnel, dans mon cas, en fait, la banque a accepté de descendre en dessous des 2,57 pour rester à environ 2,17. Donc là, c'est le cas où la banque veut absolument récupérer ton profil et pas uniquement ton crédit immobilier. Parce que moi, je leur ai donné l'assurance, tout ce qui est PNO, l'assurance emprunteur. J'ai plein de cartes bancaires, j'ai ouvert trois comptes. Un pour le nouveau projet MXRP locatif, un compte pour le locatif que j'avais déjà. Ils ont récupéré tout mon, tout, tous mes comptes en fait, ils ont tout récupéré, toute la trésorerie, l'épargne. Donc ce cas-là, je ne vais pas te mentir, c'est le plus dur. Il est hyper dur à mettre en place parce que il faut que ton projet soit hyper intéressant, il faut que ton profil soit hyper intéressant, il faut que tu montres que tu aies de l'épargne de côté. Alors moi, l'épargne, c'est fait par mes locatifs. Donc soit tu as l'épargne en locatif. Donc moi, j'ai pas d'épargne, c'est le locatif qui fait mon épargne. Soit tu as l'épargne en propre. Donc les trucs de 110%, pas d'argent, machin, c'est du bullshit. Donc même si tu fais du 110%, mets-toi dans la tête qu'il faut que tu aies de l'épargne de côté. Il faut que tu sois intéressant pour la banque en fait. Donc j'avoue, ce cas-là, il est hyper difficile. Et en plus, j'ai sorti un financement dans une région, une petite ville qui avait des délégations. Donc délégation, c'est le pouvoir de décision à 300 000 maximum. Donc c'était hyper compliqué. Mais ce cas-là existe. Ce cas-là existe et il faut vraiment que tu motives ton interlocuteur, que ton dossier bancaire, ta stratégie soit vraiment au max et que tu mettes du storytelling, tous les chiffres, toutes les preuves et que tu envoies ton dossier à des banques qualifiées. N'envoie pas ton dossier à n'importe qui. N'envoie pas ton dossier si tu ne maîtrises pas la délégation. N'envoie pas ton dossier si tu ne sais pas si c'est remonté HCSF, etc. etc. Discute-en directement à ton interlocuteur pour n'avoir aucune surprise. De ce fait, en Ile-de-France, c'est beaucoup plus courant, même si c'est des montants vraiment très élevés, de venir avec un financement à 800 000 euros. Donc moi, la première difficulté que j'ai eue, c'est, ok, trouver un interlocuteur qui puisse accepter de prendre mon dossier, de prendre le risque de monter à la caution, au HCSF, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment une difficulté majeure. Deuxième solution qu'on va utiliser, c'est on va jouer sur les paramètres. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc le taux d'usure est comparé au TAEG et donc dépend des paramètres par rapport à ton projet. Donc ça dépend du prix du bien, des travaux, des frais intermédiaires, des frais de notaire,
des frais de caution, des frais de garantie, assurance emprunteur. Donc ça dépend de tous ces biens-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la liste de ces paramètres et voir sur lesquels paramètres on peut jouer et quels paramètres on est complètement coincé. Donc le prix du bien, tu as signé ton offre, tu as signé le compromis, le prix du bien il est ce qu'il est, tu ne peux pas le baisser. Les travaux, essaye de diminuer les travaux au minimum. Donc ça va déjà baisser un petit peu le taux. Si tu peux, bien sûr, mais il faut que tu sois toujours rentable et il faut que tu rentres dans tes frais. Les frais de notaire. Pour les diminuer, les frais de notaire, il y a une seule façon, donc c'est de déclarer l'ensemble des biens du vendeur, qu'il les vende ou pas. Ok. Donc même si vous n'avez pas prévu de les vendre, vous allez voir après. Mais ça, vous pouvez baisser enfin, déclarer toute la liste et ça va baisser les frais de notaire parce que les frais de notaire sont calculés sur le prix du bien. Si vous déclarez une liste de meubles, le prix du bien, les frais de notaire vont être calculés sur le prix du bien moins les frais du meuble. Et là, les petits malins et les plus connaisseurs d'entre vous vont me dire oui, mais le prix du bien va être plus petit, donc quand vous allez revendre, vous allez faire une plus-value plus élevée, donc payer plus d'impôts, etc., etc. Oui, mais après, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. C'est comme il y en a qui me disent est-ce que je peux avoir un taux plus bas, est-ce que je veux ceci. Là, l'important, c'est de sortir le financement. On est complètement coincé. Donc, même si ça va coûter un peu plus cher, in fine, à la revente, parce que le prix sera un peu plus bas, ça va permettre de diminuer légèrement les frais de notaire et donc de diminuer un petit peu le taux pour être plus bas que par rapport au taux d'usure. Ensuite, on a les frais de dossier et les frais de caution. Donc les frais de garantie, donc que ce soit hypothèque PPD ou les cautions classiques, donc je te conseille de faire que l'hypothèque PPD. Le problème c'est que hypothèque PPD c'est plus cher et quand tu prêtes des frais de caution classiques, tu as plus de chances d'avoir des refus. Bon, là le but faut trouver le juste milieu. Ces frais-là en fait ils bougent pas. C'est-à-dire que si mon bien coûte 100 000 euros, les frais de caution seront tant d'euros. Les frais hypothèque PPD seront tant d'euros, je n'ai aucun moyen de baisser ces frais. Je ne peux pas négocier les frais, c'est un coût, c'est comme ça. Les frais de dossier, il y a possibilité de les modifier. Donc moi, sur tous mes financements, j'ai payé entre 750, enfin j'ai payé de 0, 750 jusqu'à 1500 euros sur des financements qui sont entre 200 000 et le dernier 800 000 euros. Donc ces frais de dossier, tu peux demander à les négocier et tu peux en parler. Tu dis que, écoutez, avec le contexte actuel du taux d'usure, c'est compliqué et le but c'est vraiment qu'on arrive à ajuster tous les paramètres au plus bas pour pouvoir faire passer le taux d'usure. Donc tout ça en fait, il faut que tu en discutes avec la banque. Il ne faut pas que tu envoies ton dossier comme ça sans discuter du taux d'usure, du taux d'endettement, HCSF, etc. Il faut que tu leur dises en fait. Il faut que tu lui dises qu'il faut qu'elle fasse le maximum pour baisser tous les paramètres possibles. Donc ça, il faut le négocier avant. Il ne faut pas envoyer ton dossier comme ça. Il faut en parler avant, l'écrire dans ton dossier. C'est très important. Donc ça n'aura pas beaucoup d'impact parce que comme je t'ai dit, c'est 750, 1500 euros, etc. C'est pas énorme, donc, mais c'est déjà ça. Ensuite, essaye de baisser les frais intermédiaires, donc les frais d'agence. Et même si les agents n'aiment pas trop ça, donc s'il y a un agent, même si les agents sont pas trop chauds pour ça, c'est dans son intérêt. Donc s'il n'accepte pas de les baisser un petit peu, il n'y a pas de financement, il n'y a rien du tout. Donc tu lui dis, même si c'est pas vrai, peu importe, que tu as vu avec la banque qu'il y a une possibilité, mais il faut absolument qu'il baisse ses frais et que collectivement, il faut que tous on baisse nos frais pour arriver à faire passer le dossier. Ensuite, tu as l'assurance emprunteur. Alors l'assurance emprunteur, c'est vraiment ce qui a un impact prépondérant et ce qui peut vraiment te faire basculer le taux. La problématique en ce moment, c'est que si vous avez plus de 30 ans, et surtout si vous êtes un homme, alors je ne vous parle même pas si vous fumez, buvez, ou si vous avez des maladies chroniques, etc., l'assurance va coûter très 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 cher. Alors je ne sais pas pourquoi, moi mon assurance coûte toujours une fois et demie, voire deux fois plus cher que madame. Donc j'ai 39, elle a 32. Donc, et quand vous avez en 40 ans encore plus. Donc la problématique c'est que on ne peut pas changer son âge, donc si j'ai plus de 30 ans, j'ai plus de 30 ans. Donc l'assurance va avoir un certain coût. Mais ça peut coûter vraiment très très cher. Là, la difficulté, en fait, c'est qu'il faudrait essayer de mettre l'assurance emprunteur à l'extérieur. Et la problématique, comme je vous l'ai dit, c'est que les banques sont intéressées par les produits. Ils ne sont pas uniquement intéressés par votre financement. Donc, ça va être très difficile de négocier ça avec la banque, mais il faut leur expliquer que, par contre, il faut qu'ils soient motivés par votre projet. Pour faire passer l'assurance, soit vous leur dites qu'il faut qu'ils mettent un taux le plus bas possible, soit vous déléguez l'assurance, et là, ça va coûter moins cher. Donc, si besoin, j'ai ma courtière d'ailleurs qui peut s'occuper de ça. Vous me dites en commentaire. Vous déléguez l'assurance et là, ça va vraiment avoir un impact sur le taux pour permettre d'arriver au taux d'usure.
Si tu arrives donc à jouer sur ce paramètre, et clairement le paramètre le plus impactant, c'est l'assurance emprunteur, mais ça c'est assez difficile de la mettre à l'extérieur, mais dans le contexte actuel, tu peux essayer de le négocier. Tu pourras essayer de baisser le taux d'usure par rapport au THG, d'accord? Ensuite, l'autre solution, c'est la résidence principale. Et là, tu vas me dire, non, je vais faire du locatif, etc., etc., etc. Alors, présente-le en résidence principale, si c'est crédible ou si tu fais la résidence principale, ou en mix RP locatif, donc mix résidence principale locatif, c'est considéré comme du résidence principale, parce que la banque, si elle doit faire un effort, si elle doit prendre ton dossier, si elle doit se battre avec le siège ou la caution, je ne sais quoi, il y a plus de chances, elle sera plus compréhensive, entre guillemets, si c'est de résidence principale. Pourquoi? Parce que si tu viens les voir pour résidence principale, ça peut indiquer que tu vas laisser tes comptes là-bas, tu vas laisser un flux de trésorerie, tu vas vouloir vraiment bosser avec eux. Si tu es un profil où tu n'as que du locatif et que tu viens encore solliciter la banque pour du locatif, elle va se dire, petit indicateur, celui-là il fait que du locatif, il n'est intéressé que par ça, il vient me solliciter pour du locatif, il va faire la même chose la prochaine fois, il va prendre ses comptes, il va se barrer, etc. etc. Donc la résidence principale, pas qu'elle n'est pas soumise au taux d'usure, mais c'est plus facile de jouer sur les paramètres et la banque est plus enclin à jouer le jeu et à faire passer le dossier si c'est présenté, présenté en résidence principale. Donc si les chiffres ça rentre, peu importe ce que tu fais derrière, c'est autre chose, présente-le en résidence principale. Ensuite, la dernière solution qui est possible, c'est que le taux d'usure n'est pas appliqué aux professionnels. Professionnels. Alors moi personnellement je suis professionnel, mais je sollicite la banque en nom propre. C'est-à-dire que ce n'est pas ma société, donc c'est de l'URL, c'est pas mon URL qui sollicite la banque pour emprunter, c'est moi en nom propre. Donc quand on parle de professionnel, c'est-à-dire que l'emprunteur est un professionnel. Pour la banque, le terme de professionnel, donc par exemple, c'est les SCI à l'IS. Donc si vous faites des SCI à l'IR, vous êtes en imposition transparente, donc c'est un peu comme du particulier. Donc pour la banque, ce n'est pas du professionnel. Si vous faites une SARL de famille, pour la banque, ce n'est pas du professionnel. D'accord? Par contre, si vous faites donc tout ce que si vous faites ça à l'IR, c'est pas du professionnel, pardon. Par contre, si vous faites une SCI à l'impôt sur les sociétés, la banque va se dire que c'est du professionnel entre guillemets et n'est pas soumise et vous ne serez pas soumis entre guillemets au taux d'usure. D'ailleurs, à l'image du HCSF, où vous n'êtes pas soumis, ou quand c'est une RP ou SCIS, c'est pris différemment. En fait, lorsque vous présentez votre dossier en SCIS, la banque va plus regarder le projet, entre guillemets. Bien sûr, elle va regarder votre profil, votre endettement, etc. Mais elle va vraiment plus axer le projet et les chiffres de votre projet. Donc, contrairement à si vous êtes en particulier, ce ne sera pas une obsession, votre partie particulier. Après, je vous dis ça, mais il y a quand même des banques qui vont regarder votre cas particulier et s'il est vraiment moyen, ça ne va pas passer. Mais la SCIS, si votre projet est bien monté, bien expliqué, c'est-à-dire que vous ne faites pas une SCIS pour faire passer le dossier, vous expliquez que vous faites passer le dossier en SCIS parce que vous avez une vraie stratégie derrière. Vous voulez transmettre votre patrimoine à vos enfants, vous ne voulez pas revendre de suite, vous expliquez que vous faites une SCIS pour le patrimoine, parce que vous voulez transmettre à vos enfants plus tard, vous voulez mettre des choses en amortissement, vous allez faire du meublé, donc c'est pour ça que vous avez choisi cette stratégie, et non pas parce que vous voulez contourner le taux d'usure. Donc la banque, elle le sait que la SCIS n'est pas soumis au taux d'usure parce que ce sont des professionnels. Vous le savez aussi, mais ne montrez pas que vous le savez, montrez que c'est vraiment une idée de départ par rapport à votre problématique et votre projet. Ok la team, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un peu long, mais je pense qu'aujourd'hui c'était vraiment important de faire cette vidéo parce que sur le taux d'usure qui emmerde tout le monde. Après, il n'y a pas de miracle, il faut vraiment se battre, se battre. Ça ne veut pas dire que tu auras que des oui, tu auras des refus. Mais le but c'est vraiment d'avoir des bons refus, de rester au niveau de la banque quand tu peux, ou d'avoir des interlocuteurs qui sont vraiment motivés par ton projet. Dis-moi en commentaire si tu es bloqué en ce moment, tes problématiques, et on essaie de résoudre les dilemmes dans cette vidéo ou dans une prochaine vidéo. Ciao!